Notre invité est Louis Magloire Keumayou. Il est journaliste et écrivain. Avec lui, nous allons parler du Soudan. L'armée s'empare du pouvoir. Louis Magloire, bonjour. Vous allez bien? Bonjour, ça va. Alors, après des semaines de tension entre autorités civiles et militaires, des arrestations de dirigeants ont eu lieu tôt lundi au Soudan par des hommes armés non identifiés. Le général Albert Fattah al qui dirige le Conseil de souveraineté, a décidé de décréter la dissolution de cette instance de transition et du gouvernement, ainsi que de l'état d'urgence dans l'ensemble du pays. Alors, Louis Magloire Keumayou, l'actualité évolue très vite au Soudan. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ce qui se passe, c'est assez difficile à déchiffrer. Ce qu'on peut trouver comme mot pour qualifier, c'est que c'est un coup d'État, puisque ce sont des militaires qui décident de mettre des membres du gouvernement en résidence surveillée et surtout de dissoudre une institution qui était censée être inclusive pour permettre à toutes les entités, les professionnels, l'association des professionnels, les politiciens et l'armée de gérer le pays. Là, c'est une prise de pouvoir totale par les militaires qui n'était peut-être pas prévisible dans sa forme actuelle, mais qui n'est pas non plus une très grande surprise au regard du bras de fer qui est né entre les autorités militaires et les politiciens, et les civils même, de façon plus simple. Et donc c'est tout cela qui complique la lecture, mais qui lui donne également une certaine colonne vertébrale. N'oublions pas qu'il y a eu une autre tentative de coup d'État avant celle-là. Alors avec vous, on va aller un peu en profondeur de cette crise au Soudan et cette crise qui secoue le Soudan depuis quelque temps. Oui, c'est que le Soudan est entré dans un cycle malheureusement très difficile où, après la chute de Omar el-Béchir, qui est l'un des derniers pions dans la révolution du printemps arabe, comme on l'avait appelé, à être tombé, il fallait reconstruire le pays et lui donner un certain dynamisme. Mais cette reconstruction et ce dynamisme-là ne peuvent pas se faire sans le contexte dans lequel cela s'est produit. Et le contexte, c'est celui des sanctions économiques que le pays a subies, qui a été complété par le fait qu'il a été inscrit depuis Bill Clinton sur la liste des pays considérés comme des États terroristes. Et puis, tout cela, ce sont des sanctions économiques qui faisaient que le Soudan ne vivait plus avec le même train de vie que quand il n'y avait pas de sanctions. Et le dernier point qui est tout aussi important, c'est que la production du pétrole était faite dans le Soudan du Sud, dans ce qui est devenu le Soudan du Sud. Or, ce pays a obtenu son indépendance de façon un peu forcée, mais il a obtenu son indépendance. Et c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles le pays est entré dans une crise économique très profonde, parce que cela représentait plus de 80% des recettes pétrolières du Soudan en général. Donc, c'est une grosse perte sèche. Alors ces derniers temps, on a vu les pro-armés qui manifestaient et puis quelques temps après, on a vu les pro-civils également. Finalement, l'armée a pris le pouvoir. Oui, c'est-à-dire ce qui est quand même bien, parce que même dans ce qui ne marche pas, il y a des motifs de satisfaction, c'est que ce coup d'État n'a pas donné lieu à une effusion de sang au niveau des autorités qui ont été tuées. L'armée tire actuellement à balles réelles sur les populations, mais ce qu'il faut noter, c'est que les nouvelles versions de coup d'État, comme on en a vu au Mali, comme on en a vu dans d'autres pays récemment, ne donne pas toujours lieu à des assassinats politiques. On dépose un dirigeant et on essaie de reconstruire quelque chose derrière, malgré la pression de la communauté internationale, à commencer par celle de l'Union africaine et des organisations qui agissent selon le principe de subsidiarité, comme la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau dans la manière de procéder, mais ce n'est pas souhaitable. Un pays ne se dirige pas par coup d'État. En revanche, ce qui est certain, c'est que les militaires sont dans une position qui fait que leur pays a un lien quasi filial avec l'Égypte, qui a été du temps de l'Empire ottoman une puissance coloniale également par rapport au Soudan. Et donc les deux armées ont gardé des liens très forts et ont des intérêts en commun, notamment la situation en Libye, qui fait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas accepter que sur leur sol, il y ait une espèce de désordre qui soit créé par le fait qu'il y a une révolution qui a eu lieu. On a déposé le président civil et malheureusement, celui qui lui a succédé n'arrive pas à tenir le pays. C'est ce qu'il y a eu
en Tunisie, par exemple. Depuis, le pays n'est pas revenu dans une marche qui était la sienne sur le développement économique et politique. C'est à peu près la même chose qu'il y a en Algérie également, à des intensités différentes. Mais je voulais rappeler tout cela pour dire que ce qui est en train de se passer au Soudan actuellement a beaucoup à voir avec le lien qu'il y a avec l'Égypte, où l'armée a repris le pouvoir quand elle a eu l'impression que les civils ne pouvaient pas le tenir correctement et que les islamistes n'étaient pas loin. D'ailleurs, ce sont eux qui étaient au pouvoir à l'époque. Et c'est la même chose qui pourrait se passer aujourd'hui. La frontière avec la Libye n'est pas très sûre. La frontière au sud ne l'est pas non plus. Le Tchad n'est pas une garantie de sécurité énorme. L'Ouganda aujourd'hui est dans une posture qui ne rassure pas non plus. Donc, toutes ces raisons font que, en plus de la stagnation qu'on constate sur le plan socio-économique et même sur le plan politique. En 2 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Face à tout cela, les militaires ont probablement craint que l'on s'enlise et que cet enlisement-là conduise le pays à être fragile face aux attaques extérieures. Alors, le Premier ministre Abdallah Hamdok appelle les manifestants à marcher contre le coup d'État. Bien sûr qu'ils vont marcher. Bien sûr que les populations vont marcher, elles vont répondre à l'appel et qu'en face, l'armée aussi aura une partie de la population qui la soutiendra. N'oublions quand même pas que le budget de la défense est l'un des plus importants du gouvernement soudanais et donc que cette armée a les moyens de sa politique. Si elle devait faire une guerre, même si elle n'est pas complètement unique, il y a des dissensions au sein de l'armée, si elle voulait faire une guerre contre les civils, elle a les moyens de l'emporter. Elle est soutenue, encore une fois, par l'Égypte, elle est soutenue par l'Arabie Saoudite, elle est soutenue en partie aussi par la Chine. Ce ne sont pas les moyens de faire la pression sur les civils qui manquent. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut plutôt les pousser, comme ils l'ont fait lors de leur premier coup d'État dans les années 60, à repasser la main aux civils, mais qu'ils le fassent vite. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à Abdallah Hamdok et qui, finalement, suscite tant de remous sur la scène politique soudanaise? Je crois qu'il y a plusieurs choses en une seule. D'abord, il y a les nostalgiques de Omar el-Béchir qui ne sont pas satisfaits de ce qui lui est arrivé et qui appartiennent au corps de l'armée, notamment au corps d'élite de l'armée de l'air. Il y a le fait que le gouvernement a décidé quasi unilatéralement de l'envoyer à la Cour pénale internationale. Ce n'est pas encore exécuté, mais ça va l'être. Il y a le coût de la vie qui est de plus en plus important. La vie est devenue chère. L'État ne peut plus subventionner parce que ce qu'il subventionnait avant, aujourd'hui, il le laisse à la loi du marché. Et donc, le marché fixe en fonction des besoins, en fonction de la demande. Et cette demande-là étant très forte, les prix aussi se mettent à flamber. Il y a eu l'aide des pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite notamment, qui a demandé à l'armée soudanaise de l'accompagner dans sa guerre au Yémen. Et donc, ça leur permet d'avoir un peu de recettes. Il y a eu l'aide de la Chine qui est très présente aujourd'hui, notamment dans les chantiers, et qui font toutes ces aides cumulées qu'on compense un peu. Il y a aussi le fait que le pays est sorti de la liste des pays considérés comme refuge pour les terroristes à l'international. Les sanctions ont été en partie levées également, même totalement. Mais tout cela ne suffit pas pour restaurer plus de 80% de pertes de recettes liées au pétrole. Alors, on pense qu'une partie de l'armée serait aussi trempée dans les exactions, d'où sa phobie. Oui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... L'un des numéros 2 de ce conseil-là a été à la tête des autorités qui ont dirigé le Darfour pendant que des exactions ont été faites là-bas par les Janjaweed notamment et qui étaient couverts par l'armée et par les autorités soudanaises de l'époque. C'est pour ça d'ailleurs que Omar el-Béchir pourrait se retrouver à la Cour pénale internationale si l'accord qui a été trouvé avec le gouvernement soudanais était exécuté. Donc c'est l'une des raisons. Mais quand vous prenez cela, il y a aussi le Kordofan. Il y a également l'Est du pays où des exactions ont été commises. Donc tout cela fait qu'aujourd'hui, il y a une espèce de solidarité autour de Omar el-Béchir qui justifie la nostalgie de ceux qui voudraient le voir revenir au pouvoir ou bien punir ceux qui l'ont fait partir du pouvoir. Alors, les condamnations fusent. Lumagula Kimayou, la tentative de coup d'État doit cesser. Berlin a parlé, la France également, l'Union africaine également. Alors, vous pensez que toutes ces institutions ou pays seront entendus?
Ils seront entendus, mais ça n'ira pas plus loin que ça, parce que n'oublions pas une chose, la Turquie, par exemple, est un partenaire de l'Union européenne par rapport à la situation sécuritaire au Moyen-Orient, c'est-à-dire c'est elle qui sert de digue aujourd'hui pour empêcher les terroristes qui pourraient vouloir traverser l'Asie pour venir en Europe d'y aller comme si c'était une lettre à la poste qui passait. Le Soudan joue à peu près le même rôle dans cette partie-là du continent. Donc, elle a signé un accord également dans ce sens avec l'Union européenne. Et je pense qu'en discutant avec le Soudan, qui était quand même l'un des pays les plus vastes du continent africain, jusqu'à ce qu'il y ait cette scission qui a fait que le Soudan du Sud devienne indépendant. Aujourd'hui, c'est l'Algérie qui est le pays le plus vaste sur le plan territorial de la superficie. Donc, ce pays est très important pour l'Union européenne. Il est très important pour le monde arabe également. N'oublions pas que c'est l'une des plus grandes bibliothèques du monde arabe qui est à Khartoum. Et donc, tout cela est un héritage qui fait que quand on s'adresse aux Soudanais, on y va avec beaucoup de précautions, que ce soit les militaires ou les civils. Ce pays est beaucoup trop important pour qu'on lui parle n'importe comment. Et donc, je ne sais pas si les menaces déboucheront sur un lâcher-prise de la part des militaires, mais je crois que ça ne produira pas un effet plus important que celui de faire un rappel de l'ordre moral et politique qui doit être suivi dans ce pays-là. Pour ma part, je suis pessimiste. Ouais, on connaît la force de mobilisation des jeunes Soudanais, des Soudanais. Vous pensez que ça va s'arrêter aussi facilement comme ça? Non, ça ne s'arrêtera pas. Nous sommes entrés dans une zone de turbulence pour le Soudan qui est importante. N'oublions pas qu'il y a un parti communiste qui fut fort et qui, même dans la clandestinité, reste très fort. Et donc, cette mobilisation politique continuera, mais je pense que l'armée ne se laissera pas faire. On a vu la même chose, encore une fois, en Égypte, quand Al-Sisi est devenu président de la République. Il y a eu des protestations, il y a eu des condamnations, mais le fait accompli est là. Il est même arrivé à présider l'Union africaine et à être le principal partenaire de la Russie dans l'organisation du premier sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Sochi il n'y a pas très longtemps. Donc je pense que pour le Soudan, malheureusement pour la démocratie, le chemin sera le même. Alors pour le Soudan, il y a deux partis, les pro-armés, les pro-civils. Alors les pro-civils vont continuer par manifester. Les pro-armés vont se dire la bataille est gagnée. Qu'est-ce qui peut se passer, Limagloa Kemayo? Je pense qu'il y aura une escalade. C'est-à-dire que si les pro-civils, pour faire court, ceux qui sont avec l'association des professionnels et les politiciens qui soutiennent le Premier ministre continuent de manifester, ceux qui sont favorables à la prise de pouvoir de l'armée manifesteront également. Et puis à un certain moment, c'est la loi qui va être appliquée. Parce que là, on entre dans la période de la loi d'exception. Et donc, ceux qui manifesteront seront sous le coup de la loi. Et au bout d'un certain temps, ils seront obligés d'arrêter les manifestations. Donc, je crois qu'on ira vers cela. Il y aura peut-être une escalade si jamais les gens sont téméraires. Mais s'ils commencent à perdre en énergie, la manifestation retombera comme un soufflet. Donc, je pense que laissons le temps faire. Il est difficile de prédire avec précision ce qui se passera dans les prochains jours, mais je pense que la contestation ne s'arrêtera pas. La vie démocratique est ainsi, même quand il n'y a pas de démocratie. Si les gens ne sont pas d'accord, ils ne garderont pas cela pour eux, ils l'exprimeront et ça se passera peut-être à travers des manifestations dans la rue, peut-être que ça passera par des comités de résistance à l'étranger, peut-être que la vie continuera comme elle s'est toujours déroulée dans le pays. Je n'ai aucune idée de comment tout cela se déroulera, mais ce qui est certain, c'est que l'armée ne lâchera pas prise et une partie de la population restera également très réfractaire au fait que l'armée reprenne le pouvoir au Soudan. Alors, quel sort sera réservé à Hamdok et aux autres ministres arrêtés, selon vous? Je pense qu'ils seront gardés en résidence surveillée un certain temps. Puis après, ils seront libérés quand le pouvoir aura l'impression qu'il a consolidé, quand l'armée aura l'impression qu'elle a consolidé sa place à la tête de l'État. Il va les relâcher progressivement et ils reprendront le cours de leur vie, non plus à la tête de l'État, mais dans le camp de l'opposition. Peut-être qu'ils arriveront à obliger le gouvernement militaire, j'entends, à modifier sa politique à la tête de l'État, mais ils ne seront plus aux manettes du pays. Est-ce que vous pensez que les militaires qui sont revenus vont pouvoir apporter des solutions aux problèmes qui minent les jeunes Soudanais?
Je ne pense pas que c'est leur préoccupation première. Leur préoccupation première, c'est d'abord c'est d'abord celle de la sécurité du pays. C'est leur mission première, c'est la chose par laquelle ils peuvent aujourd'hui obtenir un bilan et être fiers de ce qu'ils ont fait ou pas. Et je crois qu'ils mettront l'accent là-dessus, sécuriser les frontières, arriver à restaurer un certain ordre à la tête du pays et dans la vie nationale. Et peut-être qu'après, ils passeront la main aux civils comme ils l'ont fait avant que Omar el-Béchir refasse un coup d'État. Donc, pour moi, ça reste un scénario aujourd'hui très difficile à écrire. Il est à peu près certain que l'armée est sûre de son fait et que les soutiens qui viendront leur permettre de se consolider au pouvoir ne vont pas les lâcher. Qu'il s'agisse de la Chine, de l'Arabie Saoudite ou de l'Égypte, je suis à peu près certain qu'ils se mettront derrière eux. Et face à cela, il n'y a aucune sanction, que ce soit celle de l'Union africaine, celle de l'Union européenne ou les sanctions bilatérales de pays comme la France ou les États-Unis. Aucune de ces sanctions, de mon point de vue, ne sera suffisamment impressionnante pour leur faire changer d'avis. Alors, contrairement à la Chine et à d'autres pays que vous avez cités, les autres également, la France, même si une sanction ne peut pas leur changer d'avis, ces sanctions vont exister. Le Soudan, à un moment donné, sera exclu de quelque chose. Je ne sais pas s'il sera exclu. Parce que, encore une fois, vous prenez le cas de Erdogan en Turquie. Il a subi à peu près la même chose. Quand il y a eu une tentative de coup d'État contre lui et qu'après il a décidé de se présenter, de conduire le pays, il y a eu beaucoup de voix dissonantes, à la fois à l'intérieur du pays et à l'extérieur, qui ont trouvé qu'il y avait de l'absolutisme, la démocratie était en danger. Mais après, tout le monde a repris la coopération avec la Turquie. Le Soudan occupe à peu près la même position sur le continent africain, dans cette partie-là de l'Est du continent, occupe à peu près la même position que la Turquie dans le Moyen-Orient. Et donc, je pense que les enjeux sécuritaires feront que on va rappeler au Soudan qu'il est important de préserver la démocratie, mais on ne fera pas quelque chose qui mette le Soudan en plus grande difficulté qu'il ne l'est actuellement. Alors, là où El-Béchir se trouve, le Magloire Kebayo, il serait content ou quoi? Non, parce que ça ne change pas grand-chose pour lui, pour l'instant. Vraiment. Rien ne lui garantit que les nouvelles autorités ne vont pas appliquer la règle de son transfèrement à la Cour pénale internationale. Rien ne prouve non plus que les militaires voudront le ramener à la tête du pays pour qu'il le dirige. Donc pour lui, il n'y a pas grand-chose. Peut-être que la seule fierté qu'il peut avoir, c'est qu'on l'a chassé et que ceux qui l'ont fait tomber ont également été chassés. À la rigueur, on peut s'arrêter là et dire oui, quelque part, il n'a pas tout perdu. Mais en dehors de ça, je ne vois pas le gain qu'il peut tirer de la situation actuelle. Alors, sur un plan général, on voit des coups d'État ces temps-ci en Afrique, partout. On l'a vu en Guinée-Conakry, au Mali, au Soudan, un peu partout. Qu'est-ce qui arrive? L'Afrique retourne en arrière? Non, c'est que les gens ont l'impression qu'il n'y a pas d'autre moyen que celui-là d'accéder au pouvoir. Les gens ne croient plus en la démocratie telle qu'elle est pratiquée actuellement, c'est-à-dire on va aux urnes, on mène campagne, on va aux urnes et on est sûr qu'une fois qu'on a déposé un bulletin dans l'urne, les suffrages exprimés permettront d'avoir ou l'alternance ou le maintien au pouvoir de la personne qui est là. Ajouter à cela la situation financière et économique qui est très difficile, beaucoup ont l'impression qu'ils sont les messies, que ce sont eux qui apporteront la solution, qui sortira le pays des ornières. Et malheureusement, ce n'est qu'une illusion parce que la situation internationale est malheureusement très dégradée et la situation de Covid aujourd'hui est venue la dégrader encore plus. Donc je ne sais pas où les personnes qui font ces coups d'État trouveront l'argent pour changer le quotidien des gens. Mais déjà, c'est un changement pour la plupart des gens, ne serait-ce que de personnes, qui fait déjà la différence par rapport au vécu quotidien. Ils ont l'impression qu'ils ont au moins réussi quelque chose, celle de remplacer la tête de l'État qui ne fonctionnait pas et qui permettra peut-être d'obtenir des résultats. Mais pour moi, ce n'est qu'une illusion parce que les résultats ne tomberont pas de sitôt. On l'a vu en Algérie, on l'a vu en Tunisie, on l'a vu en Égypte, on l'a vu au Tchad, au Mali, on est dans ce schéma-là.
le coup d'État n'est pas la panacée. Le fait de changer le dirigeant qui était là, qui a fait 10 ans, qui en a fait 30 ou plus, n'est pas le changement de système. Et on est aujourd'hui dans un besoin de changement systémique. Il faut que les gens changent de paradigme par rapport à la gestion de leur pays, mais ça doit être une démarche inclusive, collective, dynamique, qui permet à tout le monde de s'y retrouver. Ce n'est pas en excluant une partie des acteurs qu'on arrive à trouver la solution pour tout le monde. Merci beaucoup à vous, Lieu Magloire Kimayo. Merci de l'invitation. Allez, on marque une petite pause. On revient avec les invités pour Regard Croisé.